8h30 sur LC. L'invité ce matin, c'est Jean-Philippe Tanguy. Bonjour. Bonjour. Député Rassemblement National de la Somme. On va parler dans quelques instants du RN, mais d'abord, bien sûr, quelques mots du Proche-Orient. L'armée israélienne, ce matin, a repris ses frappes et ses tirs sur Gazaville. C'est ce qu'indique l'agence France Presse. Hier soir, pour le coup, c'était une bonne nouvelle. Avec la libération de la franco-israélienne Mia Shem. Une grande joie, a dit le président français. Qui faut-il remercier? Emmanuel Macron d'avoir multiplié les contacts. Nicolas Sarkozy, comme le dit Nadine Morano dans un tweet, ou le Qatar qui est au cœur des négociations avec le Hamas? Écoutez, dans ces moments-là, il faut remercier tous ceux qui ont contribué à ces libérations. Sans doute, évidemment, le président de la République. Je ne sais pas si M. Sarkozy a une application, peut-être. Nos contacts par le Qatar et l'Égypte, qui, d'après M. Lecornu, le ministre des Armées, ont eu un rôle prépondérant. Et on se félicite évidemment de la libération de nos compatriotes, de la libération de l'ensemble des otages. Et on pense malheureusement encore à celles et ceux qui sont encore retenus en otage, y compris, rappelons-le, des enfants. Toujours 4 disparus, notamment côté français, bien sûr, sans compter tous les autres. Emmanuel Macron, d'ailleurs, a adressé ses pensées hier soir. Il sera d'ailleurs le chef de l'État aujourd'hui, donc à Dubaï pour la COP28. Il va aussi avoir des entretiens avec des dirigeants de la région, au sujet notamment de la situation à Gaza et des otages. Est-ce qu'il porte la voix de la France de la manière que vous souhaitez ? Oui, écoutez, on est des adversaires politiques de M. Macron, mais au Rassemblement national, et en particulier Marine Le Pen, a toujours eu une attitude de responsabilité dans les affaires internationales. Donc elle ferait la même chose que lui si elle était au pouvoir. Macron ferait des choses différentes en politique internationale. On a présenté notamment, par exemple, une charte sur le droit des peuples et des nations. Nous avons une conception beaucoup plus souverainiste, beaucoup plus multipolaire de la diplomatie. Nous pensons que la France doit avoir une voix beaucoup plus indépendante, fidèle à la tradition gaullienne, mais on ne polémique pas quand le président nous représente à l'étranger, dans des enjeux aussi importants que la libération d'otages, sur des questions diplomatiques. Nous considérons que M. Macron, contrairement à d'autres visiblement, a été élu, qu'il est légitime, qu'il représente notre pays, et que si nous avons des dissensions à présenter au Parlement, Marine Le Pen a fait dernièrement 2 grands discours sur la politique étrangère, un sur notre politique au Proche-Orient, un autre sur l'Afrique. Elle a exposé des visions très différentes, une vision gaullienne de la politique internationale, mais on peut avoir des différences sans polémiquer, sans vouloir affaiblir la position de la France. Parce que nous, on se met aussi, Monsieur Jeanne, toujours dans une position de reprendre les affaires de la France en 2027. Et donc, nous ne voulons pas faire la politique du pire ou discréditer l'autorité de la France, même si on estime que M. Macron n'a pas eu la politique internationale que nous aurions eue et a pu parfois affaiblir la voix de la France. Alors, on va venir à ce qui vous oppose malgré tout à l'exécutif en place. D'abord une précision, dans l'actualité politique et judiciaire de la semaine, il y a eu bien sûr la relaxe d'Éric Dupond-Moretti par la Cour de justice de la République. J'ai écouté avec beaucoup d'attention tous les représentants du RN qui se sont exprimés. Je voudrais que vous nous fassiez une précision. Le RN considère qu'Éric Dupond-Moretti ne méritait pas d'être condamné. Le RN considère que la Cour de justice de la République ne mérite pas d'être supprimée. Oui, alors il y a 2 questions très différentes. Sur les institutions, on n'a jamais pensé qu'il fallait supprimer cette Cour de justice pour le respect de la séparation des pouvoirs. Moi, je comprends les critiques qui peuvent être faites à cette Cour de la part des Françaises et des Français, qui peuvent estimer que c'est une justice d'exception. Mais le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, sont des pouvoirs indépendants du pouvoir judiciaire. Et on voit bien dans l'affaire qui a concerné M. Dupond-Moretti, que les magistrats, avec tout le respect qu'on doit évidemment à l'autorité judiciaire, sont aussi des hommes et des femmes comme les autres. Ils peuvent avoir leurs défauts, qu'ils ont leur réseau de pouvoir, qu'ils ont leur équilibre interne, qu'ils ont leur ambition, qu'ils ont leur carrière. Parfois, ces ambitions, ces carrières ou ces idéologies, pour ce qui relève d'un certain nombre de magistrats de gauche ou d'extrême gauche, peuvent entrer en collision avec la politique menée par des députés, des parlementaires. Donc vous pensez que la justice est mieux rendue si elle est rendue par des juges politiques, puisque la CJR, une certaine justice, à savoir juger les affaires politiques, puisque là, en plus, c'était vraiment une affaire quand même politique, peuvent être rendues par une cour qui, je rappelle, est mixte. Les magistrats ne disparaissent pas de cette cour de justice. Ils sont présents en nombre à côté des sénateurs et des députés. Après, on peut avoir des désaccords avec les décisions qui sont rendues. En l'occurrence, sur M. Dupond-Moretti, Dieu sait qu'on est opposé à M. Dupond-Moretti sur sa politique pénale, sur son laxisme, sur sa vision de la société, évidemment. Mais c'est pas parce qu'on est opposé à une personnalité politique, c'est pas parce qu'on contredit une ligne politique qu'on utilise tous les coups et les coups sous la ceinture. Il ne nous a pas semblé que M. Dupond-Moretti, était coupable de ce que je reprochais à un certain nombre de magistrats. En revanche, par contre, on avait estimé que M. Dupond-Moretti aurait dû démissionner de ses fonctions
pendant son procès, puisqu'il ne pouvait pas être au four et au moulin, et on ne peut pas être ministre de la Justice et être mis devant une telle procédure judiciaire. Par contre, il n'avait pas à être... Nous, on respecte la présomption d'innocence. C'est vrai que Marine Le Pen se distingue du personnel politique français, puisqu'elle n'utilise pas les procédures judiciaires pour discréditer ses adversaires avant qu'ils soient jugés. Avant qu'ils soient jugés, sans doute, mais on applique nos principes à tout le monde. Et vous pouvez regarder toute la carrière de Marine Le Pen. Elle n'a jamais enfreint la présomption d'innocence. Aussi parce que vous aimeriez qu'on respecte la vôtre et la sienne, mais je pense que c'est normal, monsieur Gindre, je comprends votre question, mais je pense que ce serait normal qu'en France, on respecte la présomption d'innocence de tout le monde, qu'on soit homme ou femme politique, qu'on soit journaliste, parce que ça concerne parfois aussi des personnalités médiatiques, qu'on soit française ou français. La présomption d'innocence, c'est pas une option, malheureusement, notamment à cause des magistrats qui peuvent refiler des informations. C'est une option en France. Jean-Philippe Tanguy, mardi à l'Assemblée, pour le coup sur un débat politique, Marine Le Pen, la présidente de votre groupe, a annoncé une plainte contre Éric Dupond-Moretti. Au-delà des mots, est-ce que c'est fait? Est-ce qu'elle a réellement déposé plainte? Oui, la plainte elle n'a pas encore été déposée. La plainte est en cours. C'est souvent un effet de communication. Des rédactions. Non, Marine Le Pen l'utilise. Non, franchement, Marine Le Pen n'utilise pas des mots et de tels concepts à tort et à travers. La plainte est en cours de rédaction, mais c'est pas un conflit sur une ligne politique. Monsieur Dupond-Moretti, une fois de plus, n'a pas gardé ses nerfs et a insulté les parlementaires du Rassemblement national, a insulté le mouvement politique que nous représentons, et tous nos électeurs, des nazillons, des racistes, des antisémites. Voilà, absolument, et en racontant absolument n'importe quoi. On n'a pas à chasser de nos rangs des personnes qui n'existent pas. Toute la carrière politique de Marine Le Pen s'est construite contre ces mouvements d'ultra-droite, contre l'utilisation de la violence en politique, et ces mouvements, non seulement les combattent, mais ces mouvements, disons-le, rappelons-le, nous combattent aussi. Voilà, ce ne sont pas des amis du Rassemblement national, que si Marine Le Pen portait plainte, il était prêt à fournir la liste de tous ceux qui sont encore chez vous, notamment les Gudards. Mais écoutez, s'il a une liste, les ministres de la Justice. Je rappelle que si il y a des personnes qui recourent à la violence, par exemple, ou qui appartiennent à des groupes violents, en tant que ministre de la Justice, il devrait non seulement les dénoncer, mais les combattre. Donc s'il a une liste de personnes dangereuses et qu'il n'utilise pas, il ne remplit pas ses fonctions de garde des Sceaux. Donc tout ça est évidemment du grand n'importe quoi. Il bluffe. Là, il retrouve son métier d'avocat défendant les pires criminels et les pires personnalités. Donc en bluffant et en racontant n'importe quoi, cette liste évidemment n'existe pas. Sur le cas de l'ultra-droite, puisqu'on est sujet, il y a aujourd'hui 2 rassemblements qui ont été interdits par des préfets à Paris, à Bordeaux. Ça vient bien sûr d'un télégramme qui a été envoyé par le ministre de l'Intérieur cette semaine, demandant d'agir en ce sens. L'ultra-droite est-elle, à vos yeux, une menace pour la France, ou est-ce que vous reprendriez le terme de Marion Maréchal qui parle de zozo? Non, l'un n'empêche pas l'autre. C'est une menace parce que, vous savez, avec Marine Le Pen, nous avions signé un courrier 2 fois demandant à Elisabeth Borne d'une part, Gérard Darmanin d'autre part, de dissoudre tous les groupes violents, de quelque bord qu'ils soient, extrême gauche, extrême droite, ultra droite, bon, tous ces termes se rejoignent, car oui, ils peuvent représenter un danger pour nos compatriotes. Ce sont des groupes qui, revendiquent la violence par nature, par essence, comme une arme politique. On combat évidemment totalement ce genre de posture. Ce sont souvent des idéologies, enfin c'est pas souvent, c'est systématiquement des idéologies de haine, d'extrême gauche et d'extrême droite. Et nous, on veut combattre et dissoudre tous ces mouvements. La réalité, c'est que M. Darmanin attend toujours un drame ou une manifestation violente pour dissoudre ces groupes. Là, il a annoncé cette semaine on a attendu qu'ils sortent du bois, alors que ce sont des groupes qui sont connus, qui sont identifiés. Il y a eu très nombreuses dissolutions depuis 2017. Pas très nombreuses, il y en a quelques-unes, dont certaines qu'on demandait, qu'on soutenait. Mais pourquoi toujours attendre le pire? Pourquoi toujours attendre que ces mouvements, qui, une fois plus, par essence, revendiquent la violence? Là, vous voyez des groupes qu'il faudrait dissoudre maintenant. Vous avez identifié qu'il faudrait dissoudre. Est-ce que vous demandez la dissolution de groupes précis? Moi, vous pouvez nommer malheureusement, sans doute pour la France, nous ne sommes pas à la tête du ministère de l'Intérieur. Donc, je n'ai pas le renseignement intérieur, je n'ai pas toutes les armes et les informations dont dispose M. Darmanin pour identifier, connaître et dissoudre ces groupes. Moi, je n'ai pas une police parallèle, je n'ai pas des informations parallèles. J'ai les informations dont disposent tous les Français. M. Darmanin a d'autres informations. Et d'ailleurs, on peut s'en féliciter. À partir du moment où ces groupes ont commencé à vouloir manifester, la police, de toute évidence, était informée, avait les bonnes informations et a pu cueillir, si je puis dire, ces personnes avant qu'elles commettent des méfaits, et on s'en félicite. Donc voilà, par contre, il ne faut pas non plus créer de la confusion sur les menaces. Ces groupes sont surveillés, tant mieux. Ils sont combattus, tant mieux. Ce ne sont pas eux qui brûlent des commissariats, créent des problèmes, puisqu'ils sont contrôlés. Le vrai problème, c'est que M. Darmanin, c'est très bien qu'il contrôle les groupes d'ultra-droite, on le soutient dans cette démarche, c'est qu'il ne contrôle pas la violence de la racaille disséminée partout en France, qui violente,
abîme, saccage, menace. On a encore vu la maire de Romans-sur-Isère, qui à peine avait-elle eu le courage de dénoncer les faits qui existaient sur son territoire, pas qu'elle le dit, elle a porté plainte, a été menacée de décapitation par des voyous. Est-ce que vous n'avez pas une part de responsabilité? C'est aussi ce que dit le ministre de la Justice dans les discours, parce que les discours peuvent entraîner les actes d'autres, pas les vôtres. C'est pas vous qui êtes allé défiler dans les rues de Romans-sur-Isère, ce sont effectivement des groupuscules ultra-droite. Hier, le garde des Sceaux disait le RN racialise cette affaire en parlant bien sûr de la mort de Est-ce que vous pouvez, monsieur Gien, vous suivez la politique depuis un certain temps, est-ce que vous avez un seul propos tenu par Marine Le Pen, Jordan Bardella, votre serviteur ou d'autres responsables du RN qui racialise quoi que ce soit Quand vous faites le lien avec l'immigration, l'origine, les prénoms? Immigration, il y a une immigration géorgienne, il y a une immigration d'Europe de l'Est, il y a une immigration de toute origine. L'immigration ne relève pas d'une race ou d'une prétendue race, d'une prétendue ethnie. L'immigration est un phénomène social, un phénomène économique, un phénomène démographique. Mais donc parce qu'on est immigré, quelle que soit son origine, on est plus enclin à être délinquant? Votre question, ne perdons pas votre question en route, monsieur Jeanne. Monsieur Dupond-Moretti nous a accusés de racialiser le débat. J'aimerais bien savoir à quel moment on a déjà fait de l'ethnie ou d'une prétendue race un critère politique. Jamais de notre vie. On combat exactement l'inverse. Quand vous faites le lien entre immigration et insécurité, et que vous visez une origine d'immigration. Non, on n'a jamais visé une seule origine. On n'a jamais identifié une origine dans une immigration. Et d'ailleurs même, Marine Le Pen a toujours fait la différence entre l'immigration comme un phénomène et les immigrés comme personnes. Nous n'avons jamais attenté aux personnes immigrées, nous n'avons jamais mis en cause les personnes qui tentaient d'arriver sur notre territoire compte tenu de leur vie. Nous sommes toujours dans la responsabilité des gouvernements. Si les immigrés peuvent rentrer en France, c'est parce que les gouvernements français laisse l'immigration se produire. Nous n'avons jamais fait de confusion, nous n'avons jamais confondu les choses, nous n'avons jamais fait porter la responsabilité de l'immigration sur les personnes, sur les difficultés qu'il pouvait y avoir. Donc il n'y a pas de lien entre les personnes immigrées et l'insécurité. Tout cela est faux, si, mais être immigré ne renvoie pas à votre origine ethnique. Être immigré, c'est un phénomène qui fait que vous pouvez ne pas avoir de lien d'attachement avec la France, vous pouvez ne pas avoir été intégré, assimilé avec les valeurs. Donc vous visez autant un immigré suisse qu'un immigré venu d'Afrique du Nord ou du Moyen-Orient. Mais on regarde la réalité. L'immigration qui vient de Suisse n'est pas surreprésentée, par exemple, dans les prisons. Si vous prenez les chiffres qui sont maintenant régulièrement... Donc on revient à votre point sur l'origine. Non, mais excusez-moi, être originaire d'un pays, ce n'est pas appartenir à une ethnie. Si des Français vont, je sais pas, par exemple aux États-Unis et commettent des méfaits, ils seront identifiés comme Français. J'ai compris ce que vous voulez dire. On ne racialise pas, mais on nationalise dans le sens où c'est le pays d'origine et le nom du pays qui compte. Excusez-moi, monsieur Gindre, ça n'a rien à voir. Enfin, c'est tout le combat, toute l'identité française. C'est la différence entre le racisme et la xénophobie, en l'occurrence. Non, excusez-moi, identifier le fait que l'immigration apporte un certain nombre de phénomènes, c'est pas la xénophobie. La xénophobie, c'est la haine de l'étranger. C'est pas prendre les chiffres et constater qu'il y a beaucoup plus de personnes immigrées dans nos prisons que de personnes nationales. Ne pas le voir, c'est l'aveuglement. Donc le contraire de la xénophobie, monsieur Gindre, c'est pas l'aveuglement. Le contraire de la xénophobie, c'est l'universalisme français, et c'est cela qu'on défend. Voilà. Toutes les statistiques montrent qu'il y a une surreprésentation de l'immigration dans les faits de violence, dans les peines et dans nos prisons. Ne pas le voir, c'est de l'aveuglement. Et si M. Dupond-Moretti a une seule chose à nous reprocher, c'est que nous avons les yeux grands ouverts depuis plus de 50 ans, que Marine Le Pen, elle, depuis toute sa carrière, a toujours présenté des solutions humanistes, fidèle aux valeurs françaises, et que ça met M. Dupond-Aignan dans une colère noire. C'est pour ça qu'il est complètement hystérique. J'ai dit Monsieur Dupond-Moretti, excusez-moi, c'est un trait de ma propre vie personnelle. Monsieur Dupond-Moretti se met dans tout. Absolument, je m'excuse parce que le pauvre, il n'a absolument rien à voir avec les méfaits de Monsieur Dupond-Moretti. Aujourd'hui, il se trouve que le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, est à Hénin-Beaumont, accompagné de Roland Lescure. Est-ce que vous saluez cette volonté d'aller sur le terrain? Il va pas sur le terrain, il fait une tournée de propagande, que j'ai moi-même d'ailleurs qualifié et très critiqué en commission des finances, puisqu'il le fait avec l'argent public. Donc moi j'ai proposé qu'on supprime le budget de M. Véran pour faire son petit tour de propagande, parce que ce soit payé directement par En Marche. Sur le terrain, il n'est pas dans son rôle. Il n'est pas sur le terrain, il va sur un seul terrain, à savoir les communes gérées par le Rassemblement national, pour aller raconter n'importe quoi. D'ailleurs, je ne sais même plus, et d'ailleurs, à chaque fois qu'il fait une tournée, on ne sait pas ce qu'il nous reproche.
Ces communes sont bien gérées, les citoyens ont renouvelé leur confiance au maire Rassemblement National. Monsieur Véran est d'ailleurs toujours accueilli par nos édiles. Donc je ne comprends pas trop le but de Monsieur Véran. D'ailleurs, j'ai commencé à voir que dans sa majorité, les députés se plaignaient de son manque d'efficacité de cette politique, puisqu'il n'a rien à nous reprocher. Tout ce que les gens voient, c'est qu'on gère bien les villes. Donc tout ça est assez étrange. Mais enfin, ce qui est dommage, c'est que ça fait avec l'argent public. Mais enfin, Monsieur Véran n'a tellement rien à faire qu'il doit s'occuper en faisant de la propagande contre nous. Je ne pense pas qu'il y ait grand monde de dupes de cette histoire. Il n'est pas dans son rôle en combattant des adversaires politiques? Non, monsieur Gindre, quand vous êtes ministre de la République, vous êtes là pour vous occuper de tous les Français. Vous n'êtes pas là pour vous occuper d'un adversaire politique. Donc vous ne combattrez pas vos adversaires politiques au pouvoir? Ah non, pas du tout. Vous savez, ministre, ça veut dire serviteur, donc ça veut dire serviteur de la nation. Ça ne veut pas dire, serviteur d'En Marche ou du parti, je ne sais plus, Renaissance. Voilà, donc tout ça est de la grande confusion. Moi, une fois plus, je m'inquiète, et d'ailleurs, je ne m'interdis pas un jour de prendre les procédures qui s'imposent pour l'utilisation de l'argent public dans des opérations de propagande, puisqu'aujourd'hui, vous savez, c'est le premier jour de la campagne officielle des européennes. Donc là, monsieur Véran fait un déplacement avec de l'argent public contre son principal opposant, le Rassemblement National, avec la liste de Jordan Bardella, qui est loin en tête dans les intentions de vote et qui, je pense, le 9 juin, peut remporter une très grande victoire pour nos idées. Donc là, vous y voyez la campagne commence. Ah bah oui, c'est un problème, puisque au 1er décembre, voilà, donc vous demanderez que ce déplacement soit imputé au compte de campagne? Je vais regarder, je vais personnellement m'employer à regarder comment est utilisé, en tant que référent du Rassemblement National à la Commission des Finances, personnellement regarder comment est utilisé l'argent public de monsieur Véran dans le temps électoral qui s'ouvre aujourd'hui. Enfin, le connaissant, il s'est peut-être pas rendu compte que la campagne avait commencé, puisqu'il s'est pas rendu compte non plus qu'il était en disgrâce auprès, visiblement, de la Macronie. Donc c'est quelqu'un qui s'illusionne beaucoup de lui-même. Un petit mot concernant la liste RN, puisque vous parlez des européennes. Comment vous financez la campagne? Est-ce que vous allez lancer une souscription auprès de vos adhérents, emprunter auprès d'une banque? Par quoi ça va passer? Oui, on utilise les moyens normaux et ordinaires et légaux pour financer cette campagne. Évidemment, si on trouve un prêt bancaire, ce sera plus facile. Vous savez malheureusement que les banques françaises refusent de prêter au Rassemblement National, mais pas que d'ailleurs, un certain nombre de partis politiques qui combattent un certain nombre de politiques. Mais aussi, on se finance auprès de nos adhérents. Donc il y aura bien un financement auprès des adhérents pour Oui, mais c'est d'une manière régulière. Moi, je me souviens, pour les régionales aussi, dans les Hauts-de-France, on avait... Pour quel montant? On avait... je ne sais pas, là, vous me posez un peu une colle, je ne sais pas quel montant on va souscrire auprès de nos adhérents, ou d'ailleurs pas nos adhérents, ou des personnes qui veulent nous aider, mais tout ça est parfaitement légal, et heureusement que nos concitoyens peuvent financer les mouvements d'opposition, puisque les banques ne font pas leur rôle démocratique. Encore en 2023. Je voudrais qu'on parle de ce qui s'est passé également à l'Assemblée hier soir. Il y a toujours en commission l'examen de projet de loi immigration. Les députés ont adopté hier une version remaniée, on va y venir, mais surtout ce qui a été relevé, c'est cet incident en commission des lois autour du député LFI Ugo Bernalicis. Il souhaitait une suspension des discussions pour pouvoir rejoindre les discussions qui avaient lieu dans l'hémicycle au même moment. Ça lui a été refusé. Est-ce qu'il faut des sanctions contre Ugo Bernalicis ou est-ce qu'il est dans son rôle? Non, mais bien sûr, il est dans son rôle. Quand on voit le comportement de M. Bernalicis, mais c'est un habitué du genre. Il s'emporte, il ne se contrôle pas, qui a totalement pourri la commission des lois, qui a empêché physiquement un député, M. Negelen, centriste, donc pas un excité, d'aller défendre un de ses amendements, à menacer ou à contribuer à des menaces envers la députée de Mayotte, Mme Estelle Youssoufa, a évidemment, une fois de plus, eu un comportement insupportable envers les députés Rassemblement National et de la majorité. Donc on le voit hurler, debout, vouloir empêcher la commission de se tenir pour un prétexte fallacieux, parce qu'il n'y a aucun droit que la commission des lois soit suspendue pour aller assister à la niche et les filles, surtout à des discussions préliminaires où la présence n'est pas indispensable. Donc à la commission des finances, on travaille régulièrement en même temps que la séance. Il y a beaucoup de textes à l'Assemblée nationale. Il est évident qu'il faut multiplier, qu'il faut être présent à un seul endroit à la fois et qu'il faut avancer le travail. La proposition de loi sur l'immigration est très lourde. Président Sacha Houlier. On va voir. Oui, mais enfin, M. Houlier, il aurait aussi pu tenir sa séance. Voilà. Mais comme M. Houlier est en fait un ami, un copain de M. Bernalicis qui fait des... Il a annoncé qu'il saisirait la présidence. Oui, on verra. Mais d'une manière générale, on le connaît bien. On voit bien l'attitude. On voit bien l'attitude générale de Renaissance, qui copine sans cesse avec l'extrême gauche et qui après s'étonne qu'elle s'arroge tous les droits. Ils sont intellectuellement, M. Houlier en permanence, soumis intellectuellement à l'extrême gauche. Chacun s'accuse de copier.
oui, non, mais enfin, c'est le relais. Oui, mais enfin, c'est le relais aussi intellectuel de toutes les thèses d'extrême gauche. Je rappelle que M. Houllier vient de mouvements gauchistes, que visiblement, il a un fil à la patte. Ça s'appelle le Parti Socialiste. Il a un fil à la... Oui, enfin, un peu plus à gauche que le Parti Socialiste. Jean-Philippe Tanguy, juste sur le fond, je le disais, une version remaniée de l'article sur les métiers en tension a été adoptée. La veille, c'était la transformation de l'AME en AMU qui avait été rejetée. Je devine que ça rend le texte inacceptable pour vous en l'état. Est-ce que pour autant vous irez à la motion de censure sur ce texte? Est-ce que d'ailleurs vous voterez contre ou est-ce que ce sera l'abstention? Non, mais nous, on votera un texte final. C'est-à-dire, nous, on n'est pas pris dans les pièges de communication de la Macronie qui consiste avec M. Darmanin et avec LR à faire croire qu'ils durcissent un texte qu'ils savent très bien après faire revenir au laxisme initial. On ne sait pas quelle ampleur de laxisme migratoire ce texte aura. On va voir aussi en séance si on arrive à avoir des victoires, à récupérer ou à renforcer ce texte autant qu'on le peut sur un certain nombre de mesures. Donc nous, on n'est pas prisonnier de la com du gouvernement. Et ça fait presque 1 an et demi donc que ce texte est possible. Un vote contre, une abstention, une motion de censure. Mais aujourd'hui, dans les mesures qui sont annoncées, évidemment, nous sommes contre le fait de régulariser des clandestins, y compris quand ils travaillent. Nous sommes contre le fait de rétablir l'AME. Nous sommes évidemment pour la limitation de l'aide médicale d'urgence au strict nécessaire pour soigner des personnes. Donc évidemment, aujourd'hui, nous allons voter contre. Mais une fois de plus, il y a un récit du gouvernement et moi, je n'ai pas à me soumettre au récit du gouvernement. On verra bien, nous sommes parfaitement libres et surtout, nous, on sait ce qu'on veut et les Français savent ce qu'on propose sur l'immigration parce que contrairement à d'autres, notamment LR, qui est complètement hystérique et qui change plein de fois de position, nous, on a toujours eu les mêmes positions sur l'immigration. Un mot important, ce soir, l'agence de notation Standard & Poor's va dire si elle dégrade ou pas la note de la France. De votre point de vue, la France mérite-t-elle d'être dégradée? Non, mais moi je suis contre ces agences de notation qui sont totalement... Oui, non, mais elles n'auraient jamais dû exister. Je rappelle que les agences de notation ont mis l'économie mondiale dans une situation très difficile en 2008. Moi je m'en souviens. Donc l'autorité de ces agences, elle est de zéro. J'ai pas besoin de cette agence pour connaître les finances de la France. 3 000 milliards de dettes. On fête cette année le 50e anniversaire de déficit. Ça fait 50 ans qu'il y a un déficit avec les prétendus experts. Bonne nouvelle, nous sortons de la crise inflationniste, a dit hier Bruno Le Maire. Mais ça n'a rien à voir avec le gouvernement. Avec le gouvernement, c'est le monde entier qui sort de la crise inflationniste. Donc monsieur Le Maire, de la même façon qu'il subissait l'inflation extérieure, subit la désinflation du monde extérieur. Il n'a rien fait. Par contre, il y a une petite particularité en France. C'est qu'on a, c'est que les Français ont subi l'hyperinflation avec monsieur Le Maire. Ils vont maintenant payer avec leurs impôts tous les chèques qu'il a fait qui n'ont servi à rien. Et ils vont payer les intérêts de la dette. Non, parce qu'on aurait pu faire autrement. Et les mesures de Marine Le Pen étaient beaucoup plus efficaces sur la TVA. Et on va payer le surintérêt de la dette, puisque les Français doivent savoir qu'avec les experts comme M. Le Maire, les intérêts vont devenir le premier poste de budget de l'État. Donc on va plus dépenser d'intérêts pour payer la dette de M. Le Maire et M. Macron que pour nos écoles ou pour notre armée. Merci beaucoup. Merci à vous.